la présentation du coup de la stratégie nationale d'IA et de l'appel à projet. C'est du coup Marine Dupuis qui va prendre la main. Oui, est-ce que tu peux partager ton écran? Donc, je vous prie encore de nous excuser pour le retard et pour les divers problèmes techniques. Donc, juste dans un premier temps, donc on va vous présenter donc l'appel à projet, donc démonstrateur IA, et donc la stratégie plus globale dans laquelle ce dispositif s'insère. L'action de la communauté des acteurs de l'IA se situe à la conjonction de la stratégie nationale intelligence artificielle, donc, qui a été lancée en 2018 par le gouvernement et donc qui est axée donc plus particulièrement sur la recherche, l'industrie et la formation. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'à mi-parcours, la revue à mi-parcours de la SNIA en 2021 a ajouté un volet pour la transition écologique, donc dans lequel s'insère justement l'appel à projet démonstrateur IA. Et donc dans ce cadre, une feuille de route intelligence artificielle et transition écologique a été établie au sein du pôle ministériel donc, que nous représentons. Et donc c'était en 2021, elle a été publiée en 2021. Et donc un des axes principaux donc, dont on souhaite parler aujourd'hui, c'est l'axe donc soutenir et apprendre des territoires, c'est-à-dire donc des collectivités territoriales. Et donc le pôle ministériel cherche donc à renforcer les expérimentations basées sur les solutions numériques, dont notamment l'intelligence artificielle, pour contribuer à la transition écologique, afin justement de renforcer la maîtrise et le développement de ces usages par ce type d'acteurs. Et donc dans ce contexte stratégique, donc on a pu voir une opérationnalisation du volet transition écologique de la SNIA, avec donc l'appel à projet dont on parle aujourd'hui, qui a été doté de 40 millions d'euros pour subventionner des projets d'IA dans les territoires. Et donc je passe la parole à Mathieu qui va vous présenter plus en détail la communauté des acteurs de l'IA que les collabs animent donc, depuis mai dernier. Oui, du coup je vais reprendre la main. L'objectif de cette communauté du coup des acteurs de l'IA dont vous faites partie, c'est de faciliter cette mise en lien entre les startups et les acteurs émergents pour permettre notamment du coup aux collectivités territoriales de répondre à leurs besoins et de les faire gagner en efficience dans leurs différentes missions. Et du coup, c'est tout un aspect du coup à la fois de monter en compétences et de faire rencontrer un peu ces deux mondes qui finalement se connaissent assez peu. Donc ça, c'est vraiment un des objectifs phares de la communauté des acteurs de l'IA. L'autre objectif de cette communauté, c'est aussi du coup d'insuffler une dynamique et d'accompagner en fait la stratégie du coup du programme France 2030, qui est du coup un programme sur plusieurs années et qui a l'ambition de préparer la France et les collectivités et les territoires pour le monde de demain. L'idée, c'est du coup de gagner en maturité et en densité à travers cette communauté des acteurs de l'IA et de favoriser du coup les échanges et la question du coup de comment concrètement se matérialise cette communauté et cette dynamique, c'est à travers la promotion du coup de l'appel à projet démonstrateur d'IA dans les territoires et faciliter surtout le dépôt de projet et arriver à bien mettre en relation d'un côté les besoins et les solutions pour faire naître ces projets. Et donc c'est la mission qui est aujourd'hui la nôtre pour faciliter la transition écologique. Et pourquoi finalement s'orienter sur l'IA pour la transition écologique? C'est puisqu'il y a un très fort potentiel en termes d'usage. Et c'est ce qu'on va voir du coup tout de suite. Le ministère du coup en 2020 a mis en avant 5 thématiques très importantes un peu pour concentrer une partie de ses efforts pour la transition écologique. Et c'est ce qu'on retrouve là au centre de ce diapo à travers les thématiques comme la ville, les bâtiments, le bâti existant, qui doivent du coup évoluer pour la transition écologique.
Il y a aussi la mobilité qui a un tropisme ici plutôt orienté sur la mobilité douce, à travers notamment aussi les transports en commun, puisque par exemple, il y a d'autres sujets de mobilité comme le véhicule autonome qui sont en réalité déjà présents dans d'autres stratégies d'accélération nationale. Il y a aussi un axe orienté sur les déchets du bâtiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, les déchets, ça suscite beaucoup de nuisances avec le transport par camion des déchets, etc., etc. Et du coup, là, la capacité aussi à récupérer finalement les équipements des anciens bâtiments, c'est une façon aussi de consommer moins de matières premières, de réduire les coûts et finalement, in fine, d'aller vers quelque chose de plus efficient. Et donc, ce sont des axes qui sont mis en avant. Et le dernier axe mis en avant par le ministère, c'est aussi la participation citoyenne, puisque on l'a vu lors des crises sociales précédentes, qu'il y a eu notamment des traitements du langage naturel pour mieux comprendre quelles étaient les revendications et ce que les gens en réalité disaient sur la quantité d'informations. Et du coup, par exemple, le RED Métropole avait envisagé par exemple d'utiliser le NLP pour mieux définir le futur tracé d'un tramway. Et donc on voit que finalement l'IA a des cas d'usage assez variés, et pour la transition écologique, on est capable de faire beaucoup de choses avec ces technologies-là. Et du coup, ce sont maintenant des exemples de thématiques que l'AAP va couvrir, et c'est ce qu'on va voir du coup tout de suite. Effectivement, premièrement, cet appel à projet subventionne des démonstrateurs. Par démonstrateurs, on entend des produits qui ne sont pas des prototypes en laboratoire, ni des produits qui sont déjà sur le marché. C'est juste entre-deux. Et l'idée, c'est vraiment de tester en conditions réelles avec des vraies données, des vrais besoins, ce que des startups ou ce que des acteurs émergents ont pu imaginer. Sur la partie IA, l'idée ici, c'est vraiment d'avoir des projets d'IA au sens de 2018, c'est-à-dire que ce n'est pas la première génération d'IA, mais ce n'est pas non plus un big data qu'on peut voir dans des projets d'IA dans des grands groupes. L'idée, c'est de faire vraiment aussi avec les données que les collectivités peuvent avoir et que les startups peuvent aussi avoir. Et donc, dans le jury, il va y avoir des spécialistes qui vont rendre un avis sur la maturité des technologies utilisées. Il n'y aura pas d'IA washing. Le jury sera très vigilant là-dessus. Au ministère de la Transition écologique, notre façon d'envisager le déploiement des solutions d'IA, c'est vraiment d'évaluer l'impact environnemental au regard à la fois du coût des bénéfices et d'avoir un impact environnemental favorable. Donc là-dessus, c'est aussi un aspect qui est très important dans l'appel à projet. Et enfin, sur la question du coup des territoires, ici, le chef de file pour la vague 1, on l'a vu, c'était uniquement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités. Et par la suite, c'est un point d'inflexion qu'on marquera pour la vague 2, c'est d'ouvrir cette éligibilité aux entreprises, aux établissements publics comme les hôpitaux qui sont aujourd'hui exclus de cet appel à projet. Et donc, ça, c'est une évolution importante. Il y aura d'autres évolutions qui seront peut-être arbitrées, mais je ne peux pas trop vous en parler pour l'instant. Ça arrivera dans les futurs webinaires qui seront organisés. Et maintenant, du coup, en ayant parlé évidemment de la vague 1, et on va vous présenter aussi les résultats, les différents retours qu'on est capable de faire aujourd'hui sur l'appel à projet. Oui, donc merci Mathieu pour cette présentation. Donc donc ce qu'on peut vous dire donc pour l'instant sur la vague 1, donc comme l'a dit Mathieu, elle s'est achevée le 7 novembre dernier, donc avec la fin de la première relève de l'appel à projet démonstrateur IA. Ce qu'on peut vous dire pour le moment, c'est que donc on a eu 7 projets déposés. Donc sans rentrer dans le détail, on a pu observer des cas d'application très divers, donc dans le domaine de la gestion des flux, de la sobriété énergétique ou encore de la gestion des déchets. D'un point de vue géographique, on observe que les différents groupements sont localisés donc, dans divers territoires, notamment dans 5 régions différentes. On observe aussi des consortiums de taille variée avec une typologie particulièrement variée d'acteurs.
Donc, on a vraiment eu, dans le cadre de cette première vague, l'ensemble des configurations envisagées dans le cahier des charges de l'AAP. Donc, par exemple, des collectivités chefs de file avec des grands acteurs de l'IA en France, mais aussi, on a aussi des exemples de collectivités formant un groupement avec une multitude de startups. Donc, voilà. On peut aussi donc vous dire que les projets sont entre 1 et 3 millions d'euros, avec une moyenne autour de 1,8 million d'euros. Donc, on observe donc qu'il y a eu des projets particulièrement ambitieux déposés dans le cadre de cette première vague. Et juste pour dire un mot sur l'action de la communauté des acteurs de l'IA, donc animée par les collabs du ministère de la Transition écologique ces 6 derniers mois. Donc, on a eu l'opportunité d'organiser 5 webinaires autour desquels 25 expressions de besoins et de solutions ont pu être réalisées par des collectivités et des startups. Et donc, l'appui des collabs à la communauté des acteurs de l'IA a pu se manifester donc, par de nombreux rendez-vous d'accompagnement au dépôt de candidature, mais aussi, on a aussi pu échanger avec vous et vous rencontrer lors de diverses conférences et salons de l'innovation organisés partout en France. Donc voilà, avec l'exemple du salon Innopolis, Vivatech ou encore le Meetup Green Tech organisé par le ministère de la Transition écologique en octobre dernier. Donc voilà, on vous remercie encore pour votre participation au sein de la communauté des acteurs de l'IA dans le cadre de la première vague. Et d'abord la parole à Monsieur Dominique Marty, donc du SICOVAL, pour une expression de besoin de la communauté d'agglomération du sud-est toulousain. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je me présente, je suis nouvellement élu maire adjoint dans une petite collectivité et membre associé au bureau du SICOVAL, donc en tant que conseiller communautaire et vice-président en charge de la transformation numérique sur le territoire. Alors rapidement, le territoire du SICOVAL, c'est au sud-est de Toulouse et en fait constitué de 36 communes. 36 communes, 80 000 habitants, avec une configuration périurbaine. Hein. Vous avez 3 communes de plus de 8 000 habitants et puis on va dire 31 communes de moins de 5 000 habitants. Voilà, donc c'est une configuration intéressante pour tous les travaux qu'on a menés sur le territoire. Dans notre approche de la transformation numérique, donc dans notre feuille de route, on a envisagé trois grands piliers. C'est effectivement l'inclusion numérique, donc faire en sorte que aucun citoyen du territoire ne reste en marge et ne soit pas associé à cette transformation. La notion de numérique responsable. Pardon ? Vous m'entendez ? Ouais. Oui, très bien, on vous entend très bien, monsieur. Vous pouvez très bien. Voilà, donc la notion d'inclusion numérique, ce que je disais, pour lequel nous avons été reconnus comme territoire engagé, hein, sous le vocable TANI, notamment avec Mounir Majoubi il y a quelques années. On est engagé dans le numérique responsable avec notamment la charte, la signature de la charte auprès de l'INR et également au niveau de l'Europe, d'Occitanie Europe, avec la signature de Joint Boost Sustain, qui est le reflet un petit peu de notre engagement sur le numérique responsable. On souhaite aussi dans cette démarche, évidemment, conforter la filière économique, puisque sur notre territoire, donc on n'est pas sur le territoire de l'aérospatial, côté Airbus, on est plutôt sur le territoire de la data, de la tech, de l'IoT, notamment sur le site de la Beige, qui est un site où beaucoup d'entreprises du numérique officient sur ce territoire. Donc cette feuille de route, elle est aussi tournée axée autour de la data, qui est pour nous le moteur de la transformation numérique et qui reste un vrai levier d'innovation. Pour aborder cette thématique, pour aborder cette collecte de données, on a travaillé sur la constitution d'un big data patrimonial, en ce sens que le SICOVAL joue le rôle de tiers de confiance. On agit un peu comme un notaire numérique public pour mobiliser tous les acteurs, les élus, les citoyens, les entrepreneurs,
dans une même volonté, dans un écosystème, voilà, qui soit pas un repli, mais une ouverture dans ce domaine-là. De manière à garder le citoyen au centre du dispositif et faire en sorte que l'efficience de nos actions publiques territoriales passe par cette collecte de données et l'intelligence artificielle. On pourra rentrer un petit peu dans des cas d'usage si vous le souhaitez. On a travaillé avec Enedis, par exemple, pour collecter des données sur le territoire et nous permettre de voir à quel endroit, donc quel type de foyer pouvait être en risque par rapport à l'alimentation et par rapport à l'énergie. On a travaillé sur des POC mobilité, notamment dans un concept de self-data, où on a, donc avec une participation citoyenne, nous avons eu le concours d'une centaine de citoyens qui résident et travaillent sur le territoire et qui nous ont confié leurs données GPS, qui nous a permis de tracer leur mobilité, donc dans un cadre de mobilité douce, et de comprendre un petit peu mieux et d'avoir des informations pour être très pertinent au niveau de l'action publique pour créer des pistes cyclables. Voilà, donc il y a cette étude sur la mobilité qui se fait aussi avec le Grand Toulouse, avec la métropole, notamment dans un projet qui s'appelle Villagile, où on travaille aussi sur des usages, des cas d'usage qui nous permettent de voir notamment entre notre territoire et la grande métropole, à quel endroit il serait pertinent de créer un tiers-lieu, par exemple, dans quel village, par rapport au déplacement habituel de nos concitoyens. Donc ça, c'est un élément, et effectivement, l'intelligence artificielle peut répondre sur ces besoins-là. On travaille également sur des assistants conversationnels qu'on déploie au niveau des communes, qui nous permettent, avec des API et des applications sur smartphone, d'avoir une interaction avec nos citoyens, avec des données qui sont relevées en temps réel. Le prochain projet qui sera sur 2023, et qui pourrait peut-être être éligible à cette vague 2, mais ça vous nous le préciserez, c'est effectivement de travailler sur un nouveau quartier qui s'appelle Enova, sur ce nouveau quartier où on va essayer d'étudier et d'anticiper un petit peu les usages dans ce quartier, à la fois au niveau entreprise, au niveau mobilité, au niveau énergie. Voilà, donc en travaillant avec une plateforme IoT, par exemple, qui pourrait récolter ces données, mais aussi sur la base, et c'est le cas un petit peu de tous nos cas d'usage et de tous nos POC, c'est de travailler avec un outil qui s'appelle le SOSI Virtuel Projectif de la société Solutions Data Group, en fait, qui est un jumeau numérique qui travaille sur un principe d'étude et de récolte des données, d'études des données sémantiques qui sont extraites des réseaux sociaux, qui sont extraites de tout un tas on va dire, sur tous les réseaux sociaux, des données qu'on peut disposer et qui nous permettent de dire, bon, effectivement, il peut être cohérent de faire cette piste cyclable à tel endroit, mais il faut savoir que dans ce quartier, on a déjà eu quelques petits soucis relevés par les réseaux sociaux entre la population piétonne et la population cycliste. Voilà, donc il y a des éléments comme ça, et notamment le fait de connaître un petit peu les non-dits de ce qui peut se passer sur un quartier ou par rapport à un projet. Voilà, donc cette analyse sémantique un petit peu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, des comportements, nous permet d'extraire un petit peu ces éléments-là pour être beaucoup plus pertinent dans la collecte de données. Et en termes de plateforme IoT, on va travailler aussi sur l'énergie au niveau des bâtiments, notamment avec une application qui est développée, je crois, au Havre, sur les bâtiments et sur les objets collectés dans les bâtiments publics. Voilà en gros ce que je peux vous dire par rapport à ce travail qui est fait sur le territoire. C'était très intéressant. Je vous remercie d'avoir partagé votre expérience et je vous confirme que, en tout cas par rapport à ce que vous venez de décrire sur votre projet pour 2023, ça rentre plutôt bien dans la vague 2 de l'appel à projet. Maintenant, du coup, si quelqu'un veut réagir, si vous avez d'autres questions à poser à Monsieur Marty, je vous en prie.
Bonjour. Oui, je vous en prie. Oui, vous avez parlé d'agent conversationnel. C'est un sujet qui est fini pour vous ou c'est un sujet en cours? Alors c'est une expérimentation qui est pratiquement finie, qui nous a permis avec une entreprise locale qui avait déjà développé un outil pour associer des petites collectivités qui avaient besoin d'un outil plus interactif que ce qu'on pouvait avoir sur le marché. Je pense surtout à Pano Pocket ou à d'autres outils de ce style. Voilà, donc c'est un travail un petit peu collaboratif qui a été fait avec cette start-up. Merci. D'accord. Je vois qu'on a une question dans les commentaires. C'était en lien avec ce dont vous parliez avec les réseaux sociaux et l'analyse sémantique. La personne cherchait à savoir quel était un peu votre partenaire, la société avec qui vous travaillez sur ces sujets-là, ou est-ce que c'est une réflexion sans société visée? Non, c'est une société qui s'appelle Solution Data Group. Solution Data Group est une société qui est sur Toulouse, qui travaille avec nous depuis quelques années, qui a été créée. Alors un des cofondateurs s'appelle Pierre Laroui, qui est à l'origine de cette réflexion et de cet outil, donc qui a obtenu de nombreuses récompenses aussi par rapport à sa démarche, et qui nous permet, nous, d'ajuster au plus près par rapport à ces expérimentations, et notamment de tenir compte. Donc il y a vraiment des analyses sociologiques, des analyses sémantiques qui sont faites. Il n'y a pas que des data analystes qui travaillent là-dessus. Donc l'intelligence artificielle, oui, mais qui doit être corrélée avec ces analyses, on va dire, sociologiques sur le terrain. D'accord, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour votre prise de parole. Donc, on va maintenant passer la parole à monsieur Julien Balinic, directeur général d'Efficia, qui est une entreprise spécialisée dans le pilotage énergétique des bâtiments, créée en 2013. Donc, je vous passe la parole. Merci beaucoup pour votre présence. Bonjour à tous. Ça fonctionne. C'est à moi de présenter l'écran ou c'est vous? Non, c'est moi. Vous pouvez y aller, c'est comme vous préférez. Ok. Je vais partager l'écran alors, parce que j'ai une petite présentation. Voilà. Donc effectivement, Efficia, on est l'entreprise qui fait du pilotage énergétique des bâtiments à distance, à la place ou à côté ou avec les occupants. Pilotage énergétique des bâtiments, ça veut dire que l'on se connecte à tous les équipements CVC et d'éclairage, donc CVC chauffage, ventilation, climatisation et d'éclairage du bâtiment. Alors c'est essentiellement des bâtiments tertiaires, des bâtiments qui accueillent du public. On peut aussi se connecter à d'autres types d'équipements, mais ça reste à la marge. Je vais me concentrer sur l'éclairage et la CVC, et on règle, on allume, on éteint la lumière, le chauffage, la clim, dans le bâtiment, à la place de l'occupant, et on fait ça à distance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des objets connectés dans le bâtiment qui nous permettent d'envoyer des ordres et puis de recevoir des informations pour savoir ce qui se passe dans le bâtiment. Et puis une équipe, des algorithmes d'intelligence artificielle qui optimisent les réglages, mais je vais y revenir. Et puis une équipe d'énergéticiens, une équipe d'ingénieurs en performance énergétique des bâtiments qui travaille 24/7 avec des astreintes pour assurer un pilotage en continu des bâtiments. Pour pouvoir faire ça, on a intégré toute la chaîne de valeur. Donc on développe nos propres outils connectés. C'est développement IoT à gauche, ce qui nous permet d'avoir une grande liberté sur la communication avec les équipements de CVC et d'éclairage, quelle que soit la marque, le fabricant, la génération, le modèle, peu importe, on arrive à chaque fois à trouver une solution pour pouvoir envoyer un ordre à distance pour régler ou démarrer et arrêter. On installe ces objets nous-mêmes avec nos propres équipes dans les bâtiments. C'est des chantiers qui durent entre 1 et 5 semaines dans des bâtiments anciens, existants, en fonctionnement. On n'arrête pas les fonctionnements des bâtiments pour nous connecter. On sait faire ça, donc on sait intervenir dans des tableaux électriques sous tension, etc. Une fois le bâtiment connecté, on le connecte à un outil web qui nous permet de piloter
Pardon, il y a quelqu'un derrière. Donc, une fois connecté à la plateforme web, on peut piloter l'ensemble des équipements de manière unitaire ou de manière centralisée. Si vous êtes gestionnaire d'un parc immobilier, que vous voulez envoyer une consigne de température uniforme à tous les bâtiments, on sait le faire en un clic, une fois qu'ils sont connectés. C'est assez utile en ce moment, en particulier lors des heures de pointe. Si vous avez des contrats de fourniture d'électricité qui vous coûtent très cher entre 17 et 19 heures, on sait limiter l'effort de chauffage à ce moment-là précisément, quitte à réchauffer un peu les bâtiments en avance. Voilà. Et puis l'Energy Center, c'est l'équipe d'énergéticiens qui est disponible 24/7 et qui répond au téléphone, par mail, à toutes les demandes de changement de consigne extraordinaire qui n'étaient pas planifiées. Dans une bonne partie des cas, nos clients nous demandent de retirer les interrupteurs, les télécommandes, les organes de commande dans le bâtiment pour qu'on soit sûr qu'on soit les seuls ou qu'il y ait un cercle de personnes très limité qui soient capables de changer des réglages dans les bâtiments en question. Donc ça se traite très bien aux bâtiments tertiaires, aux bâtiments type bureau, salle des fêtes, école ou des bâtiments privés type magasin, plateforme logistique, etc. Des bâtiments dans lesquels il y a des activités relativement routinières. Ça s'y prête très très bien. On fait des études pour optimiser en intégrant des variables. Il y a une question, j'entends du monde parler. Allô? Oui, excusez-moi, j'interviens Mathieu Daidarousse de Ecolab. Oui, faites attention à bien couper vos micros quand M. Bellini parle. Vous pouvez continuer, je pense que c'était pas utile. Okay. Donc on fait des économies parce qu'on va optimiser les réglages, en particulier de la CVC, chauffage, ventilation, climatisation, en fonction de nombreux paramètres qui sont généralement, ou quasiment tout le temps, pas pris en compte par un humain. La prévision météo, l'énergie thermique du bâtiment, l'état de fonctionnement des machines, des diverses machines installées. Donc typiquement, on va réduire l'effort de chauffage quand on voit sur la prévision météo que localement il va y avoir une température qui augmente, un ensoleillement important dans quelques heures. On va limiter l'effort de chauffage et on va conditionner cet effort selon l'énergie thermique du bâtiment. Et l'énergie thermique du bâtiment, ça on l'estime au fil des jours. Nos algorithmes apprennent et apprécient l'énergie thermique du bâtiment, donc la capacité du bâtiment à garder la chaleur ou le froid l'été. Et ça, on l'apprend au fil de l'eau, en voyant la façon dont il se comporte entre la température intérieure, la température extérieure, et puis le froid ou le chaud qu'on lui apporte via des machines. Et voilà. Et puis, on optimise aussi en fonction des spécificités de votre contrat de fourniture d'électricité. Typiquement, vous avez des heures creuses en pleine nuit, site fermé, il n'y a personne dedans, mais votre bâtiment est capable de garder la chaleur, peut-être que c'est intéressant de chauffer à ce moment-là. Et dans ce cas-là, on va le faire, on va envoyer un ordre sur la machine. Mais ça, c'est l'algorithme qui va le déterminer en fonction de vos paramètres de contrat de fourniture d'électricité, l'énergie et la météo. Voilà comment on fait des économies très concrètement sur la CVC. Et puis sur l'éclairage, on va conditionner les éclairages en fonction des programmes d'activité planifiés dans le bâtiment. Donc s'il n'y a pas d'activité planifiée, on éteint. Si vous avez un bâtiment sous alarme, ça veut dire qu'il y a nécessairement personne dans le bâtiment, on éteint. Bref, il y a plusieurs critères comme ça. Si vous avez des zones sur lesquelles il y a des puits de lumière ou des fenêtres et on n'a pas besoin d'éclairage quand il y a un ensoleillement fort, ça, pareil, on va régler le système d'éclairage en conséquence. Donc tout ça, c'est piloté. Enfin, disons 95% des ordres sont envoyés par les algorithmes. Les 5% restants, c'est l'équipe qui adapte en fonction des besoins et en fonction des appels ou des mails qu'on reçoit des sites que l'on pilote qui nous demandent de changer les paramètres. Comme on connecte tous les équipements, dès qu'ils tombent en panne, dès qu'ils ont un comportement anormal, une surconsommation, une sous-consommation d'énergie par rapport à l'effort qu'ils produisent, on le sait, on génère une alerte, on informe votre mainteneur ou mainteneur du bâtiment que la machine a un défaut, il est temps d'intervenir. On lui qualifie la panne et quand il intervient, au moment où il a terminé son intervention, il nous rappelle et on fait un test à distance pour vérifier que la machine a retrouvé son fonctionnement habituel et on trace tous ces échanges dans un système de tickets qui permet aux gestionnaires du parc immobilier, aux responsables de la maintenance de savoir ce qui s'est passé, tracé dans le temps sur telle et telle machine de son parc.
On pilote le confort. Alors aujourd'hui, étant donné le contexte, on parle surtout économie, mais en fait, ce qu'on pilote, c'est le confort pour les occupants. Donc le confort pour nous, c'est la température et la qualité de l'air, le taux de CO2, le taux d'humidité. C'est ça qu'on pilote en permanence en fonction du niveau de confort attendu par le client, l'exploitant du bâtiment, et puis le volume de kilowattheure qu'il est d'accord pour consommer. Donc on cherche toujours cet équilibre. Oui. Excusez-moi, je vais vous demander de conclure du coup. Et bien, je conclue. Et Fischer, on existe depuis 2013, on est quasiment 100 personnes, on pilote 2500 bâtiments 24 heures sur 24 aujourd'hui, et on a généré l'an dernier 50 gigawattheures d'économie chez nos clients. Voilà. Terminé. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, je vais maintenant passer la parole à Madame Caroline Ball, donc manager Data Science chez Avisia, donc, qui nous présentera son entreprise. Si vous avez s'il vous plaît, merci. Si vous avez des questions sur la présentation de M. Julien Belnick, n'hésitez pas à les garder à la fin des présentations de l'ensemble des startups et entreprises. On pourra prendre vos questions. Donc, Madame Ball, je vous passe la parole. Merci. Vous m'entendez bien? Je ne pense pas pouvoir partager mon écran, par contre. Je vais partager le lien du coup avec voilà, partager la présentation. Vous la voyez? Oui. Tout à fait, vous pouvez passer du coup directement à la slide suivante. Donc effectivement, je suis manager data scientist au sein d'Avisia. Avisia, donc on n'est pas une start-up qui vend un produit, on est vraiment un cabinet de conseil spécialisé dans la data. Et nous intervenons tout au long de la chaîne de la valeur, donc de la data, que ce soit de la partie cadrage, donc définir les enjeux business avec les équipes métiers, transformer leurs problématiques métiers en problématiques techniques, consolider donc la data à travers la création d'indicateurs pertinents qui nous permettent de répondre à cette problématique et modéliser avec des modèles d'IA performants, maintenables et explicables que l'on pourra restituer donc sous diverses formes, que ce soit un fichier Excel, que ce soit un rapport de data visualisation ou l'intégration du modèle à des applications existantes de votre système. Donc nous sommes aujourd'hui un peu plus de 200 consultants, si vous voulez passer à la slide suivante, répartis du coup dans 5 villes de France, Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et Lille. Et nous travaillons directement dans l'environnement technique de nos clients, donc quels que soient leurs outils ou les langages utilisés. Nous sommes partenaires quand même de nombreux éditeurs tels que SAS, GCP ou Dataiku, que nous connaissons tous bien et sur lesquels nous sommes certifiés organismes de formation par Calliope, ce qui nous permet de pouvoir former nos clients à tous les langages et outils qu'ils souhaiteraient utiliser dans leur projet. Nous avons créé il y a quelques années Avisia Impact, qui est notre nouvelle offre qui nous permet de répondre vraiment à des enjeux de transformation durable, donc via une contribution directe dans tous nos projets que nous pouvons réaliser chez nos clients et indirecte via la sensibilisation de nos collaborateurs. Donc cette initiative elle a été vraiment lancée suite à un contexte de prise de conscience que nous devons transformer aujourd'hui notre système économique et social de façon rapide et importante. Et nous avions en nos sein des collaborateurs qui avaient vraiment cette quête de sens et de donner un peu plus d'utilité à leur travail. Et voilà, c'était dans notre ADN de vouloir les accompagner dans leurs initiatives. Donc c'est pour ça que nous avons mis en place des formations pour les former sur les enjeux durables et sur la partie accompagnement à la transformation de nos clients. Aujourd'hui, nous mettons justement à disposition nos compétences en data et en transformation durable au service de nos clients, donc soit via nos interventions en mission, mais aussi via nos hackathons en interne ou nos engagements en termes de mécénat de compétences, par exemple. Cela nous permet d'accompagner les initiatives et les innovations durables des entreprises pour lesquelles on travaille, mais également aussi de soutenir les entreprises à mission ou les collectivités dans leur initiative vertueuse avec nos compétences, donc nous, basées sur la data. Notre proposition de valeur par rapport à ça, elle est sur plusieurs axes. Donc c'est vraiment au départ d'établir
le contexte, quel est l'état actuel des choses, de pouvoir le quantifier en termes de données, de mettre en œuvre du coup les outils, les indicateurs, les bonnes pratiques qui vont pouvoir permettre de fiabiliser, automatiser tout le traitement de la donnée sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, identifier les axes d'amélioration, construire les algorithmes qui vont pouvoir être associés à cette prise d'initiative et également pouvoir mesurer la performance de nos modèles, donc à l'état actuel, mais également dans le temps, pour pouvoir s'assurer qu'on reste performant dans le temps. Donc un cas d'usage que l'on a pu réaliser, c'est par exemple pour la société Régaz, qui gère la distribution publique de gaz naturel sur Bordeaux Métropole, où l'objectif était de prédire le nombre d'interventions d'urgence, donc avec des enjeux divers qui étaient d'un point de vue organisationnel, dimensionner correctement leurs équipes, ou des enjeux de transition écologique, donc ne plus retarder en fait toutes les activités programmées, telles que l'installation de thermostats dans les bâtiments publics, le changement de chaudière vétuste, etc. Pour ce projet, nous les avons accompagnés de la prise de besoin jusqu'à la prise en main de l'équipe, donc réaliser le cadrage du besoin avec les équipes métiers qui nous ont par exemple informés d'un fort lien entre météo et nombre d'interventions d'urgence. Donc pour cela, nous avons ensuite récupéré les données météo, donc tout l'historique que nous avions sur Bordeaux Métropole, la mise en place d'une API pour récupérer les prévisions météo sur les jours à venir en quasi-temps réel, et le développement d'un modèle de prévision qui se basait donc, après analyse descriptive, sur tout ce qui était météo, données de calendrier et tout l'historique en fait, des interventions réalisées par les sociétés. Tout ce projet a été utilisé ou réalisé en tout cas dans un langage open source, ce qui permet à Régaz de pouvoir réutiliser facilement nos travaux et de les intégrer à leur environnement actuel, environnement technique. Et nous avons rédigé une documentation qui leur permet de prendre en main le modèle, de se l'approprier et de pouvoir l'industrialiser et l'utiliser sans avoir forcément besoin d'avoir systématiquement recours à nos services. Aujourd'hui, ils peuvent prédire du coup le nombre d'interventions d'urgence sur les 3 prochains jours avec une précision à plus ou moins 3 interventions, ce qui leur permet de vraiment dimensionner de façon très précise leurs équipes. Donc ça, c'était un cas d'usage que nous avons réalisé. Maintenant, il en existe des milliers d'autres possibles. Donc, par exemple, prédire le nombre d'élèves qui mangent chaque jour dans une cantine scolaire, qui permet de réduire donc, le gaspillage alimentaire. Identifier les sols urbanisés pour monitorer et lutter contre l'artificialisation des sols. Prédire le nombre de nouveaux arrivants sur une agglomération, qui permet de pouvoir être proactif et d'améliorer le tri et la valorisation des déchets. Ou encore prédire le nombre de pannes des stations vélos et du nombre de réparations des vélos pour être sûr de pouvoir accélérer la promotion de la mobilité douce. Il existe encore plein d'autres sujets pour lesquels on pourrait vous aider et vous accompagner donc, dans vos travaux et vos projets de transition écologique. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et n'hésitez pas à nous recontacter. Merci beaucoup. On va passer du coup maintenant à la prochaine présentation. Oui, donc encore une fois, si vous avez des questions pour Avisia, donc n'hésitez pas à les garder donc à la fin des présentations des 8 entreprises et startups. Vous pourrez les poser. Donc je passe maintenant la parole à Monsieur Quentin Barène, donc cofondateur de Vintix, qui se positionne comme un leader dans l'analyse vidéo des mobilités, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Donc merci encore pour votre présence. Bonjour à tous. Peut-être une petite question. Est-ce que c'est moi qui projette le support ou c'est vous qui allez le projeter? Je le projette. C'est nous du coup. Ok. Bah, comme l'a dit Marine en introduction, oula, je peux projeter peut-être, non? Vous voyez pas le... Ouais, si, c'est juste que vous n'êtes pas les mêmes polices que moi, donc ça va peut-être faire sauter un peu la présentation. Comme vous souhaitez. Je vais arrêter le partage. La difficulté de projeter des PowerPoint. Hop. Est-ce que vous voyez? Oui, très bien. Donc, comme disait Marine en introduction, Wintix est une société française qui développe un logiciel d'analyse vidéo qui s'appelle Cityvision.
Notre objectif, c'est de capitaliser sur les réseaux de caméras qui sont installés dans les villes. Et les villes disposent d'un grand nombre de caméras, historiquement, essentiellement pour travailler sur des sujets de sécurité. Et nous, notre proposition de valeur, c'est de s'appuyer sur ces caméras pour leur donner des nouveaux usages, notamment pour travailler sur tout ce qui est gestion des flux de mobilité dans les villes. Notre constat, c'est que en espace urbain, les flux de mobilité se massifient largement et que cette massification des flux, elle pose des questions à la fois d'attractivité pour les villes et de résilience des territoires. Alors j'ai mis quelques exemples. Le plus emblématique pour moi, c'est lié au vélo. Les vélos à Paris, ça représente 4% du trafic, mais ils sont impliqués dans 10% des accidents. Le poste mobilité, c'est 30% de nos émissions de CO2 en France, qui pose aussi la question de l'intérêt de travailler sur ces sujets de mobilité pour faire de nos territoires des territoires qui soient durables. Et cet enjeu d'attractivité des villes, il est d'autant plus important que les villes, elles ont un rôle majeur à jouer sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, notre proposition de valeur, c'est de travailler sur l'attractivité des villes, les rendre attractifs du point de vue de la qualité de vie, donc la qualité de vie pour se déplacer, la propreté urbaine, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. La réponse que nous, on apporte à ces sujets de gestion des mobilités, c'est donc un logiciel d'analyse d'image en temps réel qui s'appelle CityVision, qui est capable d'analyser les flux vidéo de n'importe quelle caméra déjà installée dans une ville pour produire des données qui sont très précises sur tout un tas de mobilités. Ces mobilités qu'on connaît bien chez Wintix, elles sont au nombre de 8. C'est les piétons, les vélos, les trottinettes, les deux roues motorisées, les voitures, les véhicules utilitaires, les bus et les poids lourds. Donc avec un logiciel d'analyse d'image comme CityVision, vous avez la possibilité d'avoir une vision qui soit vraiment exhaustive des différents flux de mobilité qui transitent par votre territoire et par vos lieux publics. Je vous montre notre logiciel en action sur un exemple qu'on avait fait avec la ville de Paris pour que vous puissiez voir concrètement l'envers du décor, c'est quoi un logiciel d'analyse d'image. Donc vous voyez qu'ici on est branché sur le flux d'une caméra, en l'occurrence de la ville de Paris. On va détecter les différents types de mobilité et on va les compter. Donc vous voyez que dès qu'il y a un petit cadre vert clair, c'est des vélos, un cadre bleu, c'est des voitures. Je pense qu'on va voir des petits cadres orange qui correspondent aux trottinettes. Voilà, les trottinettes. En milieu urbain dense, notamment à Paris, il y en a beaucoup. Donc ça vous permet de voir concrètement comment fonctionne un logiciel comme le nôtre. Une fois que vous avez collecté ces données, tout l'intérêt, c'est de capitaliser dessus pour mieux aménager les villes et mieux les piloter. Donc pour vous donner quelques exemples d'utilisation, toutes les données sur les mobilités que nous on produit, elles sont généralement utilisées pour 3 grandes finalités. La première finalité, c'est de comprendre les mobilités, comprendre les dynamiques de déplacement sur un territoire pour mieux aménager le territoire en fonction des besoins réels des citoyens. La deuxième finalité, une fois qu'on a, on va dire, aménager un quartier, aménager un espace de façon cohérente par rapport aux usages, c'est de le piloter dynamiquement. Piloter dynamiquement sur les sujets de mobilité, c'est notamment travailler sur la gestion dynamique des feux tricolores. Donc CityVision, il va être capable de vous dire quand est-ce qu'il y a 10 personnes qui attendent pour traverser au niveau d'un passage piéton. Et une fois qu'il l'a détecté, il va envoyer un message automatiquement au contrôleur de feu pour faire passer le feu des piétons du rouge au vert. On peut faire la même chose avec les sas vélos. Donc les sas vélos, c'est les parties devant les feux dans lesquelles les cyclistes sont censés attendre que le feu devienne vert. Si on voit que dans le sas vélo, il y a beaucoup de personnes, on va envoyer un message au contrôleur de feu pour accélérer le passage du feu vélo du rouge au vert. Donc ça, c'est la gestion dynamique. On peut aussi travailler sur l'éclairage public. Donc en fonction du niveau d'affluence qu'il y a dans une rue, on va pouvoir moduler l'intensité lumineuse. S'il n'y a personne, a priori, l'éclairage public a besoin d'être assez faible. S'il y a beaucoup de piétons, on a besoin d'augmenter l'intensité de l'éclairage public. Et dernier sujet sur la mobilité, c'est de vérifier le bon usage
des différentes voies de circulation qui ont été réservées à certains types de mobilité, notamment les trottoirs, les pistes cyclables, les couloirs de bus. Les collectivités ont envie de vérifier que leur usage conceptuel n'a pas été dévoyé. Par exemple, si on fait un beau trottoir, l'objectif, c'est pas qu'il y ait des 2 roues motorisées comme sur la vignette qui viennent rouler dessus. S'il y a une nouvelle piste cyclable qui est créée, de la même manière, l'objectif, c'est qu'ils servent aux cyclistes et pas aux scooters. On peut prendre l'exemple des couloirs de bus aussi. Si on veut maintenir une attractivité des transports en commun et donc une vitesse de déplacement commercial qui soit suffisante, il faut que dans le couloir de bus, il y ait effectivement des bus et rien d'autre. Donc voilà l'objectif, s'appuyer sur des caméras déjà installées pour capter tout un tas d'informations sur les flux de mobilité et donner naissance à des initiatives qui soient fortes pour fluidifier le trafic et rendre les transports en commun et les mobilités douces et les plus sécurisées, les plus attractives possibles. Je vais vous donner 2 exemples sur lesquels on travaille. Le premier, c'est la ville de Paris que j'ai cité. Pour la ville de Paris, on fait tout un tas d'analyses de trafic sur les grands axes urbains. Donc, vous avez vu une petite vidéo tout à l'heure, c'était la rue de Rivoli. On travaille sur le boulevard Sébastopol, les grands boulevards, enfin tout un tas de grands axes structurants sur lesquels la ville a besoin d'objectiver des situations parce que la ville de Paris est très dense et il y a un enjeu de répartition des espaces en fonction des différentes mobilités. Donc en s'appuyant sur des caméras déjà là, on fait un diagnostic sur toutes les mobilités qui transitent par ces différents axes. Ça, c'est le premier enjeu, comprendre les flux. Le deuxième, c'est d'aménager ces espaces en fonction des besoins. Et pour ceux qui connaissent la ville de Paris, vous voyez qu'il y a de plus en plus de pistes cyclables qui sont aménagées. Et le troisième sujet, c'est de piloter dynamiquement la voirie, donc notamment adapter les cycles de feu en fonction des mobilités. En l'occurrence, on travaille pas mal sur les vélos avec eux. Deuxième référence. D'accord, je m'arrêterai après cette deuxième référence, c'est la RATP, donc toujours sur un enjeu de garantir l'attractivité des mobilités douces et des transports en commun. On fait de l'analyse de l'affluence dans les transports, notamment pour permettre à l'exploitant de savoir en temps réel combien il y a de personnes sur les quais et dans les métros, pour ajuster l'offre de transport. Donc concrètement, s'il y a beaucoup de gens sur les quais, ils vont augmenter la fréquence des métros. Et aussi pour faire de l'information voyageurs afin de garantir l'attractivité du métro. Je vous remercie pour votre attention et je serai très content de répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc encore une fois, gardez vos questions si vous en avez. Donc je passe maintenant la parole à Monsieur Anthony Graveline, président de DesigTech, qui donc développe des solutions combinant observation de la Terre et intelligence artificielle pour lutter contre les atteintes à l'environnement. Et donc, l'entreprise propose notamment une plateforme de détection et de gestion des dépôts sauvages et des charges illégales. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Pas votre micro, monsieur. Ah oui, pardon, désolé, c'est en train de dire merci. Je vous propose de partager l'écran, du coup, ça vous va ou pas? Oui, là, vous voyez. Ok, non, parce que j'avais une autre présentation, mais bon, comme c'est pas grave, on va faire comme ça, de toute façon, on a que 5 minutes. Très bien, donc Anthony Graveline, donc, je suis le président fondateur de DesigTech, cofondateur de DesigTech, pardon. Et donc nous, notre but à DesigTech, c'est de lutter contre les atteintes à l'environnement, la santé publique et aussi le changement climatique. Donc si vous pouvez juste switcher. Voilà, et encore un peu, parce que là c'est une illustration. DesigTech, c'est une boîte qui a été créée en 2017. On est jeune entreprise innovante. Globalement, nous, on vient de l'observation de l'espace. Donc nous, en fait, on est des spécialistes de l'intelligence artificielle à la base. On vient de l'observation de l'espace. On a été les premiers les premiers au monde avec les astrophysiciens de Genève à détecter un nouveau type d'exoplanète, celle qui tourne autour de leur axe de manière variable, et c'était une tâche qui n'était pas facile, et donc c'est grâce à nos technos de Deep Learning qu'on y est arrivé. Ça a été un succès, on a publié plusieurs papiers là-dessus, et puis même le résultat de nos travaux est d'ailleurs aujourd'hui intégré dans un work package de l'Agence spatiale européenne pour observer l'espace. Et donc depuis, on a décidé de se consacrer à l'observation de la Terre pour résoudre des problématiques environnementales. Donc avant de rentrer dans le sujet, donc l'équipe, c'est une équipe
étroite, mais complémentaire, puisqu'on a mon associé qui est docteur en computer science, expert en IA, donc s'occupe de la partie recherche et développement en intelligence artificielle. J'ai aussi Flavien qui est donc docteur en physique et qui s'occupe de la partie instruments, donc télédétection, les satellites, parce que c'est le cœur de nos données dans ce dispositif. Et donc moi-même qui suis en charge de la vision et de l'exécution. Donc on est incubé aujourd'hui par l'Agence spatiale européenne dans le cadre de notre programme sur les déchets. On est aussi dans un consortium BLAST qui est composé de l'ONERA et de SAT Paris-Saclay et de Polytechnique. Donc quand on a décidé de se consacrer à l'observation de la Terre pour résoudre des problématiques environnementales, on a pris un premier sujet, donc la pollution de la Terre, la pollution de l'air aussi accessoirement et de l'eau au travers des déchets. Donc on a développé une plateforme qui automatise la détection et la surveillance des dépôts sauvages et des charges illégales par satellite en très haute résolution sur lequel on applique nos algorithmes d'intelligence artificielle. On programme les satellites pour qu'ils nous fournissent des images des zones observées de 1 à 2 fois par mois et le résultat de nos algorithmes est intégré dans un système d'information géographique dont on voit quelques illustrations à l'écran sur lequel on va pouvoir localiser en fait l'ensemble des sites pollués. Et donc du coup là vous voyez sur cette partie en bas à gauche, donc c'est un patchwork d'illustrations, la localisation des sites pollués. Ensuite quand on commence à zoomer, on voit la configuration des déchets au sol et donc là les prédictions d'intelligence artificielle. Et donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait pas on fait de la sémantique segmentation au niveau pixel, ça veut dire que l'IA se prononce au niveau du pixel pour dire si oui ou non il y a suspicion de déchets. Et donc à partir de là, on fait du clustering un peu intelligent pour essayer de regrouper les déchets ensemble pour former ce qu'on appelle une pile de déchets, donc un identifiant unique qui va nous permettre de faire plusieurs choses. Parce que nous, notre but, c'est pas simplement faire de l'analytique, mais ce qu'on veut, c'est délivrer des applications métiers aux utilisateurs finaux pour qu'ils puissent simplement opérationnaliser cette application dans leur processus de tous les jours. Et pour ça, on fait 4 choses. La première, c'est qu'on qualifie un peu l'information au niveau des déchets. On va, vous pouvez le voir en haut à droite, on va pouvoir avoir la parcelle cadastrale, la commune. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des estimations de volume au niveau des piles à chaque revisite du satellite si entre-temps le satellite n'a pas été nettoyé. On peut évidemment se rendre sur place en cliquant sur le lien Maps pour aller directement depuis l'application mobile sur le territoire pour aller relever des informations, etc. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on évalue les risques liés à la proximité des déchets à leurs ressources en eau. Parce qu'on n'a pas envie que des déchets soient charriés dans les fleuves et finissent par contribuer à leur tour à la pollution des océans. Donc ça c'est clé, on prend la distance mais aussi la pente. La deuxième chose sur laquelle on travaille actuellement par contre, qui n'est pas encore en développement, c'est le risque par rapport au départ de feu sur la ressource forestière en stress hydrique. Donc on évalue la ressource forestière et son stress hydrique et on évalue la proximité des décharges de manière à s'assurer, surtout à prioriser les actions parce que les décharges illégales ont parfois la fâcheuse tendance de prendre feu. La troisième chose qu'on fait, on digitalise le processus de bout en bout pour permettre aux utilisateurs finaux, donc on parle des mairies, des EPCI, du département qui est concerné, des gendarmes, pour qu'on puisse faire émerger des nouvelles formes de collaboration entre ces acteurs pour pallier à un problème qui ne s'infléchit pas. On a toujours 1 million environ de tonnes de déchets par an qui finissent dans la nature, avec une croissance entre 5 et 7%. Ça veut dire que chaque année, on a encore plus de déchets sur nos territoires. Donc on n'arrive pas à infléchir le phénomène. C'est pour ça qu'on apporte cette solution pour essayer d'innover sur plusieurs axes. Donc, digitaliser, c'est important. Ça permet donc aux acteurs de se coordonner, mais aussi de centraliser, par exemple, des diagnostics amiantes après l'envoi d'un laboratoire, mais aussi les bordereaux de prix pour l'évacuation des lieux, des photos aussi qu'on peut avoir évidemment sur le territoire, etc. Et le quatrième point, c'est qu'on essaie d'offrir des capacités d'investigation pour les fraudes aux installations classées pour la protection de l'environnement. Donc on permet de voir si dans des installations qui ont ou non des autorisations, est-ce qu'il y a un risque lié à des déchets, est-ce qu'on n'est pas en train de détourner des autorisations. Donc voilà, donc cette application-là, elle est en production dans le département du Val d'Oise. On a été retenu récemment dans le cadre d'un projet par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on a 2 clients majeurs et on a aussi été retenu dans le cadre des JO 2024 pour une expérimentation en vue de suivre l'impact de la pollution, l'impact environnemental des JO 2024 sous forme des déchets qui vont être générés. Voilà, si vous voulez bien passer à l'avant-dernière slide. Donc là, ce qui est important, c'est que
Les collectivités, aujourd'hui, elles ont un accès aux images très haute résolution dans un cadre très favorable pour elles, puisqu'elles peuvent les toucher à 1/7 du prix, donc notamment les images Pléiades à 50 cm de Airbus. Donc ça, c'est toutes les collectivités qui peuvent y accéder. Donc ça réduit le coût de l'accès à l'image. Et ce qu'on peut faire avec ces images une fois qu'elles sont acquises, et c'est ce qu'on fait dans nos travaux R&D aujourd'hui, c'est qu'on peut adresser trois autres problématiques liées à l'environnement, à la fois le suivi de l'artificialisation des sols, donc l'évolution des formes d'artificialisation des sols, de couvert des sols catégorisés pour justement voir l'impact et savoir qu'est-ce qu'on doit rendre à la nature dans le temps. On peut faire de la recherche de friches industrielles aussi. La protection de la biodiversité en mesurant, en évaluant régulièrement, plusieurs fois par an, le mètre linéaire des bocages, ou en tout cas les surfaces de bocage, et donc du coup l'état des corridors écologiques, des chemins ruraux aussi qui font partie donc d'un recensement qui est prévu dans la loi reconquête de la biodiversité. Tout ça est rendu possible grâce aux 50 cm offerts par Pléiades et aux technologies d'intelligence artificielle. Et le dernier point, c'est que on peut classifier du coup toutes les ressources qui permettent de typer les différents types de ressources qui permettent la séquestration carbone. Donc l'observation de la Terre, c'est vraiment un nouveau paradigme. Ça permet d'observer très régulièrement à moindre coût, à comparer avec des drones ou des hélicoptères qui sont chers, qui ne sont pas forcément environnementaux pour certains, mais qui ne permettent pas justement d'avoir une mesure régulière de son territoire. C'est possible aujourd'hui grâce à des coûts très réduits sur des résolutions très importantes comme 50 cm au sol. Donc il faut vraiment ouvrir et intégrer ça comme initiative clé dans le pilotage de son territoire. Voilà, je n'ai pas chronométré, donc je ne sais pas combien de temps je dirai. C'est très bien. Parfait. C'est très clair. Voilà. Oui, donc merci pour votre présentation. Donc, je passe maintenant la parole à Monsieur Maxime Loire, directeur développement commercial chez Telux. L'entreprise a été créée en 2019 et vise donc à accélérer et dérisquer la dépollution des sols et la valorisation des déblais grâce à des mesures par intelligence artificielle. Donc, merci encore pour votre participation. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Sans réponse, excusez-moi, je n'ai pas entendu. On va partager votre... J'ai lancé le partage, je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit bien. Ok, on avance comme ça. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Maxime Loire, je suis ingénieur bâtiment travaux publics de l'école HEI Lille et je présente aujourd'hui Telux, jeune entreprise innovante qui fait partie du réseau Green Tech Innovation du ministère de la Transition écologique et qui est actuellement accéléré par le programme Deep Tech Alliance Paris-Saclay, entre autres. Donc notre objectif aujourd'hui sur cette présentation, c'est de construire avec une collectivité un projet de cartographie des contaminants et des volumes de terre contaminés des fonciers dégradés de leur territoire à partir de l'intelligence artificielle et l'imagerie hyperspectrale. Donc on se positionne sur les enjeux d'aménagement du territoire de la collectivité et des enjeux qui soient en face avec les stratégies liées au réchauffement climatique, à la gestion de la biodiversité, à la gestion du maintien des terres agricoles et donc de la sécurité alimentaire des territoires. Dans ce cadre, le gouvernement a mis en place un certain nombre de choses, notamment le plan biodiversité avec une stratégie zéro artificialisation nette à 2050 et le fonds friche qui permet d'accompagner les collectivités dans le financement des projets de revalorisation des fonciers de leur territoire. Donc pour pouvoir revaloriser ces fonciers, on a besoin d'avoir une première information sur le terrain. On voit qu'il y a de plus en plus de projets qui sont en cours de réhabilitation des friches et des projets avec des aléas forts, à la fois en variabilité des coûts et en variabilité des délais. Notre constat, c'est que ces aléas viennent d'un manque de connaissance du sol et donc notre projet est d'apporter une technologie qui permet de mieux comprendre le sol, d'avoir de la précision et de la représentativité du sol. Donc, comme présenté en amont, Telux est une société qui développe des technologies de caractérisation de sol à partir d'imagerie hyperspectrale et d'intelligence artificielle.
Donc nos technologies sont protégées par 3 brevets. Dans la société, on est une petite quinzaine de collaborateurs et à ce jour, nous avons principalement développé des sujets sur projet R&D financés par l'ADEME, BPI France et la région Normandie. On a aussi, durant les 2 dernières années, eu l'opportunité de caractériser une dizaine de fonciers, à la fois pour des organismes publics, type Métropole ou EDF, ou des entreprises privées, comme EDF, Total ou Colas. Notre innovation, sous dessin pour le moment, donc à partir d'imagerie hyperspectrale, une caméra qui va faire l'acquisition d'environ 1 giga de données par minute d'acquisition et de mesure. Cette donnée, elle va être traitée par les différents modèles de TELUX, à la fois en machine learning et en deep learning, en fonction des parts. Ce produit, donc une caméra, un PC et un banc, est mobile. On peut l'utiliser soit dans notre laboratoire, donc pour nous, on est basé sur le territoire de la métropole de Rouen, soit sur site client, et donc on l'installe dans un camion, on peut venir directement sur site. L'objectif de cet outil, c'est d'apporter beaucoup plus de précision et de représentativité des analyses pour diminuer et maîtriser les coûts et les délais. Donc, pour nos caractérisations de foncier, on part de... Ce sont des carottages sous gaine. Et on travaille sur site avec une machine de forage. On a une méthodologie chez TELUX pour ouvrir ces carottages et les faire passer, comme dans l'exemple de cette photo, directement sur site, sous notre caméra. À partir des carottages enregistrés par la caméra hyperspectrale et de données géophysiques, nous allons pouvoir redonner à nos clients des cartographies de contaminants et de volumes de terre contaminés. Notre projet ici avec vous, c'est de pouvoir proposer une cartographie qui soit compatible avec votre SIG de données qui puisse permettre à vos partenaires, bureaux d'études, entreprises de dépollution, tout type de donneurs d'ordre, d'avoir des données qui leur permettent de mettre en place les bons projets d'aménagement et les bons projets de dépollution. De notre côté, notre ambition, c'est d'utiliser ces données que nous aurons pour optimiser en phase chantier les projets de dépollution. Et donc, nous sommes actuellement en phase de conception développement d'une machine de tri de terre en temps réel par intelligence artificielle. Du coup, entre le diag et les travaux, nous allons utiliser l'intelligence artificielle sur 3G. Donc, à partir de quelques données de concentration en polluants sur des profondeurs, donc sur des carottages, nous allons reconstituer l'intégralité de la concentration sur toute la profondeur du sol. Ces différents carottages, on va reconstituer en intelligence artificielle des volumes. Et à partir de ces données d'entrée, nous allons développer une machine de tri de terre qui pourra optimiser les volumes de terre sur site, sur chantier. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des projets de caractérisation des fonciers dégradés de vos territoires, nous serons ravis d'échanger. Oui, merci encore pour votre présentation. Donc on va maintenant passer à l'entreprise Tikléo. Donc Monsieur Martin Daguet, donc cofondateur de cette entreprise, va maintenant prendre la parole. Donc cette entreprise a pour mission de réduire le gaspillage alimentaire et d'augmenter la performance des restaurants en les accompagnant dans une analyse détaillée de leurs pertes grâce à notamment des outils basés sur l'intelligence artificielle. Donc merci encore pour votre présence. Oui, bonjour à tous. Je vais partager mon écran si ça fonctionne. Je sais pas si vous voyez la présentation. Oui, très bien. On la voit très bien. Oui, merci. Vous l'affichez. Ok, super. Donc effectivement, moi je suis Martin Daguet, je suis les deux cofondateurs de cette startup Tikléo que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'attaque au gaspillage alimentaire dans la restauration grâce aux techniques de l'intelligence artificielle. Donc on s'est lancé sur ce sujet-là parce que c'est un enjeu majeur dans la restauration.
donc notamment évidemment en France, un des plus gros marchés de la restauration et de la restauration collective en Europe. C'est un enjeu à différentes échelles, donc c'est pour la production d'aliments qui sont directement gaspillés, donc plus d'un million de tonnes. Donc voilà, un problème évidemment environnemental pour la production de ressources qui sont directement gaspillées, et ensuite pour le traitement des biodéchets, même s'il y a des restaurants qui mettent en place des sujets comme du compost, de la méthanisation, ou essayer de vendre les invendus, mais nous on parle de l'objectif que le mieux c'est évidemment de réduire le gaspillage à la source, donc de faire un diagnostic et une analyse. Ça représente une perte financière aussi considérable, 3 milliards d'euros à l'échelle du pays. Et aujourd'hui, donc, de nombreuses lois, comme la loi AGEC, la loi EGalim, demandent réellement, notamment pour la restauration collective, à ce qu'il y ait des actions qui soient mises en place, avec notamment des objectifs de diminution de 50% du gaspillage alimentaire à 2025. Et donc, cela doit passer par des diagnostics du gaspillage alimentaire, et qui sont souvent très chronophages, compliqués à mettre en place et parfois très coûteux, parce qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement manuels, ces diagnostics. Donc, on doit trier tous les plateaux repas et ce qui se passe en cuisine dans différents bacs. Donc, nous, on est parti de ce constat pour développer différentes solutions qui utilisent l'intelligence artificielle. Notre principale solution, c'est une caméra d'analyse qui va venir prendre en photo les plateaux repas dans la restauration collective. Donc, soit directement accroché à un mur lorsqu'on a un système de convoyeur de tapis roulant, ou alors directement à une table ou proche d'une table de tri, lorsque on n'a pas ce tapis roulant, donc majoritairement on va dire dans la restauration scolaire, où là les élèves ont simplement à scanner leur plateau avant de le débarrasser, comme je vais le montrer un petit peu plus tard. Qu'est-ce que fait cette caméra? Donc elle est entraînée à reconnaître des aliments, différents aliments. On peut avoir une précision jusqu'à l'aliment lui-même, ou alors certaines catégories d'aliments. On va différencier les pots de fruits, les coquilles, les os, etc., pour bien différencier ce qui est du gaspillage alimentaire et uniquement des biodéchets, et pouvoir derrière avoir une analyse vraiment très très précise de ce qui a été gaspillé dans le restaurant, pour pouvoir aider le chef et l'équipe de restauration à effectuer des actions correctives, donc soit sur la portion, soit sur les portions, soit sur des recettes qui seraient peut-être à modifier. On a un deuxième outil également qui est plutôt là, se situe en cuisine, qui ressemble plutôt à une balance connectée et qui permet d'avoir un historique de tout ce qui est gaspillé en surproduction, donc tous les bacs qui ont été initialement produits mais qui ne sont pas servis. Donc ça peut également être utile en cuisine centrale. Et là derrière, on a également des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir traiter toutes ces données, ne pas faire perdre du temps à l'équipe de restauration et au chef, pour pouvoir ensuite sur une plateforme d'analyse faire ressortir vraiment les données les plus pertinentes sous forme d'indicateurs, donc de poids total, de coûts financiers, d'empreinte carbone, via différents diagrammes, histogrammes, pour comprendre quels sont les aliments les plus problématiques, quelles portions il faut réduire, quelles recettes il faut éventuellement revoir ou changer, ou sur lesquelles il faut éventuellement faire de la sensibilisation, notamment pour la restauration scolaire. Un cas d'usage concret avec qui on travaille aujourd'hui comme collectif, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une région avec laquelle on a débuté sur une dizaine de lycées pendant 1 an, puis maintenant on est sur une quarantaine de lycées. Donc comment ça se passe? Donc nous on déploie tous nos outils dans les différents établissements scolaires pour pouvoir faire des analyses automatiques sur place, donc comme vous le voyez sur l'image. Les élèves participent également à cette analyse. Les données sont remontées automatiquement donc sur le compte de chaque responsable de site dans chaque lycée, et au niveau de la région, le responsable du projet ou les responsables du projet ont également accès à une plateforme d'analyse qui leur permet d'avoir une analyse globale de tout ce qui se passe au niveau du projet. Donc, qui permet vraiment de centraliser et normaliser les données de la manière la plus rapide et la plus simple possible. On n'a pas besoin d'avoir différentes données sous différentes formes qui ne remontent pas forcément au même moment, qui ne comptabilisent pas forcément les mêmes aspects du gaspillage. Vraiment sur une analyse totalement centralisée. Quelques exemples de supports de communication et de sensibilisation qui sont générés automatiquement dans chaque établissement avec lesquels on travaille. Donc soit à destination des élèves par exemple, qui peuvent être affichés dans le restaurant sur des écrans, des posters envoyés par mail éventuellement aux parents d'élèves, etc. Soit des supports plutôt internes pour les équipes de restauration, pour bien comprendre où est-ce qu'ils se situent sur le gaspillage alimentaire à l'échelle nationale, combien d'euros à peu près ça représente par perte par semaine, quelle est l'empreinte carbone, etc. Donc pour avoir régulièrement des rapports personnalisés pour l'établissement, pour essayer de trouver des leviers d'action et évidemment
voire progressivement tout au long de l'année et d'une année sur l'autre, une réduction du gaspillage alimentaire. C'est ce qu'on a observé donc, sur les 10 premiers lycées avec lesquels on a travaillé. Donc en moyenne une réduction de moins 20% du gaspillage alimentaire. Et donc évidemment, ça représente, donc, si cette perte est continue, cette réduction est continue, donc une réduction des aliments gaspillés, une réduction de l'empreinte carbone et une grosse réduction des pertes économiques qui sont liées à ce gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, donc nous on est à la recherche évidemment de nouvelles collaborations. Donc d'une part pour essayer d'accompagner davantage de collectivités dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, parce qu'ils n'ont pas forcément les outils adéquats et peut-être un peu moins de moyens par rapport aux entreprises à ce niveau-là. Déployer la solution sur de nouveaux secteurs et de nouvelles zones géographiques pour avoir des retours utilisateurs un petit peu différents de ce qu'on a aujourd'hui. Et également donc co-construire, continuer de développer des différents produits, notamment plus adaptés à la restauration scolaire, donc peut-être plus interactifs avec les élèves au niveau de notre solution, et de nouvelles fonctionnalités en fonction des retours terrain, tout en évidemment améliorant nos techniques d'intelligence artificielle. Plus on va réussir à récolter la donnée sur l'ensemble du territoire, plus notre IA va pouvoir s'améliorer et être pertinente pour l'ensemble des établissements qu'on accompagne. Voilà pour une présentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin du webinaire. Merci, c'était très clair. Effectivement, les questions viendront dans un second temps. Je passe du coup maintenant la parole à Monsieur Charles Koch, qui est cofondateur de l'entreprise Adapt. Adapt, c'est donc une start-up dont la mission est d'accompagner vers une consommation d'énergie plus respectueuse de l'environnement. Et donc, je vous laisse la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, les deux. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc, effectivement, Charles Koch, je suis cofondateur de Adapt. Nous nous définissons comme un facilitateur d'énergie bas carbone. Donc, un peu d'histoire sur qui on est. Donc, Adapt, on a développé il y a un peu moins d'un an une application web et mobile qui incite les clients résidentiels à consommer l'électricité au bon moment. Qu'est-ce que le bon moment? C'est le moment où elle est produite majoritairement avec du renouvelable, donc du solaire et de l'éolien en France. Et on fait ça sur différentes zones géographiques. On est disponible dans différents pays européens et dans des zones interconnectées telles que la Guadeloupe. Aujourd'hui, notre application est utilisée par des milliers de personnes en France et en Europe. Et l'aspect data, je vais y revenir, mais il est basé sur nos prédictions de ce qu'on appelle la météo d'électricité, c'est-à-dire des prévisions de comment sera produite notre électricité sur le territoire. Tous ces éléments-là influent évidemment sur les capacités de production renouvelable disponibles ou non. Donc nous, aujourd'hui, on cherche à faire évoluer notre application pour travailler de manière plus proche des territoires, parce qu'aujourd'hui, on a une échelle nationale, donc d'un pays, et on aimerait bien aller à une échelle plus petite, d'une région ou d'une collectivité plus locale, pour avoir une météo plus précise, mais je vais revenir là-dessus. Pourquoi on veut faire ça? C'est aussi parce que nos utilisateurs nous le demandent et nous disent « mais moi j'habite à Toulouse, est-ce que j'ai la même électricité que quelqu'un qui habite à Lille ?» Donc un peu plus concrètement notre application, là il y a une capture d'écran à droite et vous pouvez la télécharger sur Apple Store et Google Play, donc elle est vraiment disponible pour tous les particuliers. Et concrètement, c'est un conseiller énergie personnalisé qui est dans sa poche. On va dire qu'il y a 4 fonctionnalités principales. La première, c'est une évaluation de l'empreinte carbone de votre foyer en termes énergétiques. La seconde, c'est ce qu'on appelle la météo, donc c'est heure par heure les prévisions de est-ce que l'électricité sera très carbonée ou non. Donc finalement, grâce à un code couleur, on se rend compte de est-ce que c'est le bon moment pour consommer ou non afin de privilégier les énergies renouvelables. La troisième grande fonctionnalité, ce sont des conseils personnalisés en fonction de votre profil énergétique que vous décrivez quand vous créez un compte. On va vous recommander des actions adaptées à votre foyer pour consommer au meilleur moment ou en tout cas réduire votre consommation d'énergie. Et le quatrième point, c'est plutôt la partie gaming ou défi collectif où en fait, plus vous faites d'actions, plus de recommandations, plus vous avez les points. Et donc, voilà, essayez de concourir avec vos proches, vos amis pour augmenter votre score. Je reviens sur l'aspect données. Nous, notre rôle, c'est vraiment de prendre de la donnée disponible et de la rendre actionnable au quotidien pour les habitants du territoire. En entrée, on prend donc tous les historiques de consommation du territoire. Certaines sont disponibles en open data et puis d'autres, on peut aller les chercher dans des bâtiments spécifiques, notamment avec les compteurs intelligents. On prend aussi les historiques et les prévisions de météo locales, donc sur une région donnée, sur une ville donnée ou voilà, un endroit donné. Et on cartographie, avec l'aide des acteurs locaux, on cartographie où sont les parcs renouvelables du territoire, donc solaire, éolien et hydraulique.
puisque en cartographiant où sont les parcs disponibles, on va pouvoir prédire leur production d'électricité heure par heure dans les prochains jours. Donc ça, c'est notre donnée en entrée. Et en sortie, nous, on propose aux administrés d'un territoire d'accéder à une application qui est dédiée. Donc c'est une application peut-être en marque blanche. Je vais revenir sur quelques exemples concrets après. On pourrait faire une application, par exemple, pour la région Île-de-France. Et sur cette application, les habitants d'Île-de-France auraient les prévisions de la météo de l'électricité dans la région, donc uniquement ce qui est produit et consommé dans la région. On crée une communauté locale où les gens se challengent entre eux, c'est-à-dire font un concours entre eux pour essayer d'optimiser leurs actions au quotidien. On fait de la pédagogie sur le rôle des énergies renouvelables dans ce qu'on appelle le mix électrique, c'est-à-dire aujourd'hui, eh bien, l'électricité est très carbonée puisqu'il n'y a pas de vent et pas de soleil, donc voilà, évitez de consommer aujourd'hui. Par contre, demain, nous annonçons un coup de vent et beaucoup de soleil, privilégiez le lancement de vos machines demain. Donc ça, c'est la partie pédagogie. Et enfin, tous les éco-gestes pour consommer moins et mieux. Donc c'est notamment quand l'électricité est très carbonée, de pouvoir indiquer aux gens quels sont les gestes pour réduire la consommation. Par exemple, diminuer son chauffage, lancer son lave-linge en mode éco ou ce genre d'éléments. Donc les intérêts, les bénéfices pour les acteurs locaux, il y a plusieurs choses qu'on a repérées mais qu'on souhaite vivement échanger avec justement les acteurs du territoire. Donc un, c'est la contribution aux objectifs climatiques et énergétiques, notamment via le DCAET. C'est aussi, on favorise l'intégration des énergies renouvelables sur le territoire, qui est devenu assez problématique dans pas mal de régions, beaucoup de résidents qui ne souhaitent pas avoir de parcs solaires et éoliens s'installer à côté de chez eux. Et bien, grâce à cette application, les habitants deviennent partie prenante de la solution, comprennent le rôle des énergies renouvelables et finalement deviennent contents quand les éoliennes tournent et que le soleil produit de l'électricité. Ensuite, nous réduisons les pointes de consommation électrique locale et ça a un impact important sur le réseau. Si beaucoup d'utilisateurs utilisent notre application, nous pourrons réduire les besoins d'investissement dans le réseau puisque l'infrastructure sera moins lourde s'il n'y a pas de gros pics de consommation d'électricité. Ensuite, pour les villes qui sont concernées par des centrales à gaz ou à charbon, le fait de réduire la consommation au moment où ces centrales tournent, ça va directement diminuer la pollution de l'air aux endroits où ces usines produisent de l'électricité. Et dernier point, on sensibilise évidemment tous les utilisateurs à des enjeux climat et énergie, puisque notre application, c'est vraiment son premier vecteur et on fait beaucoup de communication sur ces sujets-là. Aujourd'hui, notre outil a été déployé en France dans 2 territoires. Le premier, c'est à Rennes, où on a fait des prévisions de consommation et de production spécifiques de la ville de Rennes, notamment pour valoriser tous les équipements solaires qui ont été installés par la ville. Donc voilà, une expérimentation a été menée avec eux l'année dernière jusqu'en début d'année. Et en Guadeloupe, nous avons également créé leur propre méthode d'électricité. Guadeloupe, qui est une ville, enfin qui est une archipel, et donc avec des contraintes très spécifiques, puisqu'ils ne sont pas connectés au reste du territoire, et donc ils ont leur propre capacité de production. Et pour le coup, c'est une île, les jours où il n'y a pas beaucoup de vent et de soleil, qui est très polluée, parce que c'est des centrales qui tournent et qui polluent fortement l'île. Voilà, j'en reste là pour aujourd'hui, mais si vous avez des questions ou si vous voulez me recontacter par la suite pour avancer sur ces sujets-là ensemble, c'est avec grand plaisir. Voilà, et on se retrouve tout à l'heure éventuellement pour les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Gauche. On va passer maintenant à Hydroclimat et je vais passer la parole à Monsieur Arnaud Trac, qui est donc directeur stratégie et marché de l'entreprise. Hydroclimat donc propose des solutions au croisement de l'hydrologie et de l'intelligence artificielle pour une prise de décision éclairée pour leurs clients, notamment sur les risques liés au changement climatique et aux problématiques liées donc à l'eau. Voilà, je vous passe la parole, monsieur. Bonjour à tous, Arnaud Trac, je suis un des associés de la société Hydroclimat et nous sommes experts en projection climatique et modèles d'impact. Le contexte dans lequel nous évoluons, c'est le suivant. 70% des activités humaines sont météo-sensibles. Elles sont donc par définition également climato-sensibles. Et dans ce contexte-là, notre mission est très simple. C'est la résolution des enjeux liés à l'eau et au changement climatique. Alors, la société Hydroclimat a été créée en 2019. Nous sommes une jeune entreprise innovante Deep Tech. Nous sommes basés à Toulon. Nous sommes également labellisés Green Tech et agréés Crédit Impôt Recherche. L'équipe est composée aujourd'hui de 6 personnes, docteurs en géosciences de l'environnement, ingénieurs et data scientists, qui regroupent des expertises
en hydroclimatologie numérique et en changement climatique. Et évidemment, pour pouvoir manipuler toutes les données sur lesquelles nous travaillons, une expertise forte en big data, en modélisation et en IA. Nos services aujourd'hui sont les suivants. On va travailler avec nos clients sur les projections climatiques et hydrologiques jusqu'à des horizons de temps à 2100. On va fournir également des analyses de risque, mais aussi des diagnostics de vulnérabilité. D'ailleurs, je vous donnerai juste après quelques exemples pour que vous puissiez appréhender ce que nous sommes susceptibles de délivrer. Et une quatrième catégorie de services sur laquelle nous travaillons, ça va être tout ce qui est prévision hydrologique court terme. Donc là, ça va être des prévisions de débit, de crues et surtout d'emprise d'inondation. Les clients et partenaires avec lesquels nous travaillons sont sur des horizons et des secteurs d'activité extrêmement différents. Ça va du BTP jusqu'à des gestionnaires de ressources en eau, en passant par des acteurs du spatial, de l'agriculture ou de l'assurance. Et donc pour ces différents secteurs d'activité, évidemment, les réalisations que nous allons être amenés à produire sont extrêmement variées. Donc, pour pouvoir vous projeter un peu sur ce que nous sommes capables de fournir, voici 3 exemples. Alors un premier, c'est une étude que nous avons menée avec une filiale de Vinci qui s'appelle Résilience sur le territoire de la Corrèze sur la ressource en eau. Objectif assez simple, faire de la prospective sur cette ressource clé avec, dans les services que nous avons délivrés, tout d'abord un état des lieux et un diagnostic des ressources superficielles, souterraines et subsurface disponibles sur l'ensemble des bassins versants et sous-bassins versants du département. Et évidemment, à la suite, la partie prospective sur les besoins et les ressources mobilisables sur différents horizons de temps, 2030, 2050 et 2070. Cette partie prospective, nous l'avons menée sur 2 scénarios de changement climatique, le RCP 4.5 et le RCP 8.5, et nous avons délivré différents indicateurs. La partie température moyenne, les précipitations, l'évapotranspiration et le ruissellement. Autre projet, cette fois un peu plus loin du territoire français, un projet avec la Banque mondiale sur l'île de la Dominique, pour lequel nous avons fourni cette fois l'intégralité des indicateurs liés au changement climatique dans le cadre d'une étude prospective pour la projection des investissements en matière de résilience climatique sur un horizon de temps à 2050 et des indicateurs qui soient représentatifs de l'évolution du climat localement. Enfin, tout à l'heure, j'évoquais les diagnostics de vulnérabilité. Donc là, c'est un exemple de matrice de vulnérabilité que nous avons construit avec notre client qui disposait de parcs immobiliers en France et en Australie. Et sur ces 2 territoires, le but a été de fournir une matrice d'exposition et de vulnérabilité sur à la fois la partie matériaux et la partie réseau. Donc ça, évidemment, c'est notre client qui maîtrisait ces questions techniques, mais sur des aléas à la fois tendanciels, mais des aléas aussi extrêmes. Alors, ce ne sont que 3 exemples. Évidemment, ils ne sont pas du tout exhaustifs. Vous aurez compris, par contre, qu'on peut avoir une palette de services très variée. Ce qu'on essaie à chaque fois, c'est de s'adapter aux besoins de chacun. On peut se projeter dans nos analyses partout dans le monde. Et ce qui est très important à retenir à nouveau, c'est qu'on le fera à partir de vos besoins et en fonction de vos problématiques. J'espère qu'on aura l'occasion très prochainement d'échanger avec Magali et Adrien, qui sont à mes côtés, les 2 cofondateurs de la société Hydroclimat. Merci pour votre attention et j'espère à bientôt. Monsieur, on va donc passer à la session de questions. Est-ce que il y a parmi du coup les personnes présentes qui auraient des questions à poser aux startups et à leurs représentants? Vous pouvez prendre la parole à tour de rôle. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Je m'appelle Philippe Jacquelin, je travaille pour un pôle de compétitivité qui est basé dans le Grand Est.
Nous intervenons sur tous les sujets autour du bâtiment et des matériaux durables. On s'occupe également de projets démonstrateurs. Donc si jamais par rapport aux différentes sociétés qui ont des sujets qui sont plus ou moins liés à des sujets autour du bâtiment, de l'aménagement du quartier, de la ville, j'ai vu aujourd'hui quelques applications très intéressantes, que ces sociétés n'hésitent pas à nous contacter parce qu'on peut aussi les mettre en relation avec des collectivités. Je parle bien par exemple de l'Eurométropole de Strasbourg, mais également d'autres collectivités qui sont basées dans le Grand Est pour faire pourquoi pas des sujets d'expérimentation, pour tester des solutions. On peut également, si jamais ces sociétés sont intéressées, les mettre en relation avec des laboratoires de recherche du Grand Est, qui pourraient également les aider, ou d'autres sociétés qui pourraient les aider à faire des sujets de recherche et développement, des projets collaboratifs. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais il y a des points de convergence à mener entre nous. Voilà, merci. D'accord, merci Monsieur Jacquelin. Du coup, je vous laisse mettre votre contact dans la messagerie. Alors, je vois la première question. Les projets ont-ils une dimension internationale? La team est au service des autres projets. En fait, c'est aujourd'hui, comme les chefs de file, et on discute sur des questions des besoins des territoires, et effectivement, la dimension internationale sur les projets, les démonstrateurs subventionnés, ça touche uniquement sur le territoire hexagonal et l'outre-mer. Donc c'est une limite, effectivement, la dimension internationale, en tout cas sur ces projets subventionnés, n'est pas, c'est pas du tout du coup éligible. Mais à côté, évidemment, les startups et les entreprises sont tout à fait libres de monter des projets similaires à l'international et voilà. Là-dessus, il n'y a pas de souci. D'accord. Bah ça concerne du coup directement. Votre question concerne directement les entreprises et les startups, donc de savoir quels sont les interlocuteurs à la tête. Du coup, on va pouvoir peut-être maintenant passer à la conclusion. Donc, je laisse Marine passer à la conclusion et du coup, il y aura aussi en lien avec ça l'intervention de Audrey Boisson. Présentation. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc vous pouvez juste voir donc sur cette slide quelques ressources utiles donc dans le cadre de l'appel à projet démonstrateur IA. Donc on a notamment donc notre site dédié donc les acteurs de l'IA. Donc on vous mettra le lien dans le chat. Sur ce site, vous pouvez retrouver un catalogue des différentes présentations, donc expression de besoins et de solutions faites lors de l'ensemble de nos webinaires. Donc ce catalogue sera actualisé donc avec les présentations réalisées aujourd'hui. Vous pourrez aussi retrouver donc l'ensemble des replays donc des webinaires de l'Ecolab, donc des webinaires de la communauté des acteurs de l'IA. Donc on en a déjà organisé 5. Vous pourrez retrouver notamment celui d'aujourd'hui sur le site donc des acteurs de l'IA. Et donc maintenant, je vais juste passer la parole à Madame Audrey Boiroux, donc chef de projet Innovation Ouverte Innovation. Donc elle va juste vous présenter donc très rapidement un autre dispositif, donc l'appel à manifestation d'intérêt Green Tech Innovation, donc, qui s'ouvre aujourd'hui et donc qui peut éventuellement aussi intéresser les startups et PME donc qui sont aujourd'hui spectatrices de ce webinaire. Donc merci beaucoup de ta participation. Merci Marine. Bonjour, donc comme le disait Marine, donc moi je suis Audrey Boiroux et donc je suis au sein de l'Ecolab en charge de l'organisation de la sélection des entreprises pour le programme Green Tech Innovation. Alors j'ai vu dans les participants qu'il y avait déjà plusieurs entreprises qui étaient déjà labellisées Green Tech Innovation. Green Tech Innovation, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un programme qui permet de sélectionner des entreprises qui sont innovantes et qui ont un impact pour la transition écologique, et notamment sur les politiques publiques de transition écologique et énergétique aussi, évidemment. Donc, en fait, on va sélectionner des entreprises sur 4 grands critères, donc vraiment l'adéquation avec les politiques publiques de transition écologique et énergétique, sur forcément ce qui en découle, l'impact environnemental. On va aussi aller sur l'innovation, et puis forcément sur la viabilité technique et économique du projet. Le but, c'est vraiment de pouvoir accélérer la transition écologique et énergétique en France, dans les territoires, mais aussi un petit peu à l'international. Donc aujourd'hui, on ouvre cet appel à manifestation d'intérêt.
Il sera ouvert jusqu'au 20 janvier. Et d'ailleurs, on organise un webinaire ce vendredi à ce sujet-là pour un petit peu expliquer vraiment les critères qu'on met en place pour sélectionner les entreprises et puis pour préciser vraiment l'offre d'accompagnement dont bénéficient les entreprises, puisque les entreprises ne sont pas seulement sélectionnées, elles bénéficient aussi d'un accompagnement derrière, qu'on a axé sur 5 grands axes. Donc on a un axe plutôt visibilité, un axe commercial et réseau, donc pour essayer de faire en sorte que les entreprises puissent rencontrer des acteurs qui sont intéressants pour elles, que ce soit des grands comptes, que ce soit des investisseurs, mais aussi des collectivités. Donc voilà, ça va être un de nos axes. On a un troisième axe qui est plutôt lié à tout ce qui va être offre digitale. Donc en fait, on a des petites ressources en ligne qu'on va mettre à disposition des entreprises pour leur simplifier la vie. Ça va être par exemple des études de marché ou des contacts presse. On a aussi un booster plutôt, enfin un axe plutôt commande publique. Et donc là, c'est vraiment pouvoir faire comprendre les mécanismes de la commande publique aux entreprises pour qu'elles puissent aller vendre leurs solutions au sein des territoires aussi. Et vraiment, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, accélérer la commande publique, c'est un petit peu le mot d'ordre en fait qu'on a chez Green Tech Innovation. C'est vraiment essayer de pousser les entreprises à vendre leurs solutions pour accélérer la transition écologique. Et ensuite, le dernier axe, c'est un axe un petit peu plus qu'on a appelé premium. Et ça, c'est fait en lien en fait avec la French Tech sur le programme Green 20, où donc on va accompagner des entreprises pour lever les freins qu'elles peuvent rencontrer, et notamment des freins réglementaires. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu l'accompagnement de manière très très générale. Je vois déjà une question sur comment s'inscrire à ce webinaire. On va poster ça sur les réseaux sociaux Green Tech Innovation, donc n'hésitez pas à nous suivre si ce n'est pas encore le cas. Et donc on vous présentera tout à ce moment-là. Sinon, vous pouvez aussi aller sur greentechinnovation.fr sur la page appel à manifestation d'intérêt que Marine vient de nous publier, merci. Et donc vous aurez toutes les infos d'ici ce soir. Pour l'instant, ce n'est pas encore publié, mais ça ouvre aujourd'hui. Et donc voilà, donc ça peut être aussi pour les collectivités qui sont là, c'est une initiative qui est assez intéressante pour vous aussi, puisque en fait on a vraiment recensé ces entreprises-là. Elles sont sélectionnées de façon très minutieuse. Sur notre dernière promotion, on a sélectionné 14% de candidats. Donc ils sont vraiment triés sur le volet pour que ce soit vraiment des entreprises qui soient sérieuses et qui puissent avoir un impact sur la transition écologique. Alors, celles qui ne sont pas sélectionnées ne sont pas forcément mauvaises, mais on a énormément de candidats, donc c'est pas forcément évident de sélectionner tout le monde. Et on a un annuaire aussi qui permet de recenser toutes ces solutions et qui s'adresse vraiment au public, sachant qu'on a aussi les références de clients publics qui sont recensées sur cet annuaire-là, donc ça peut être aussi une manière de se rassurer, parce que c'est pas forcément évident d'aller vers une start-up ou une PME quand on fait un achat. Et donc nous, on essaie de faire en sorte que vous puissiez avoir des certitudes sur les entreprises avec lesquelles vous contractualisez. Voilà. Donc je vois plusieurs questions. Donc en tant que collectivité, comment peut-on porter une entreprise si elles sont en adéquation avec la politique de transition écologique et numérique que l'on porte pour cette AMI? Est-ce que vous pourriez juste préciser le comment peut-on porter? Qu'est-ce que vous entendez par là? Et est-ce qu'on peut taguer ces personnes sur LinkedIn? Eh bien oui, je vais noter ces noms-là pour qu'on puisse vous taguer. Pour la candidature. Donc sur la candidature, alors je comprends toujours pas exactement ce que vous entendez par porter une entreprise sur la candidature, c'est-à-dire aider une entreprise à... Je suis juste hors sujet. Non, en fait, Green Tech Innovation, c'est vraiment une initiative qui est uniquement pour les entreprises, dans le sens où seules des entreprises start-up et PME peuvent candidater. Donc, elles n'ont pas forcément besoin d'être avec une collectivité. Par contre, quand je dis que Green Tech Innovation c'est intéressant pour les collectivités, c'est parce que ça recense vraiment des entreprises qui ont un impact sur la transition écologique et sur beaucoup de champs. On va toucher à tout ce qui va être bâtiment et vie durable, on va toucher à l'économie circulaire, on va toucher à la santé environnement, donc mesurer la qualité de l'air par exemple. Vraiment, on va aller sur beaucoup d'axes.
Je ne sais pas si ça clarifie un petit peu. Voilà, donc je vous laisse effectivement consulter notre annuaire, il y a pas mal d'entreprises qui y sont présentées. Mais donc voilà, Marine a remis le lien pour être dans la boucle d'information sur l'appel à candidature, donc n'hésitez pas à vous préinscrire, enfin aller sur ce lien de préinscription, comme ça vous pourrez recevoir tous les mails de type le webinaire il est à telle heure, tel jour, et donc vous aurez toutes les informations à ce moment-là. Donc il y a une nouvelle question. Ah oui, la question portait peut-être sur l'appel à projet IA pour les territoires, et dans ce cas-là, je vais peut-être laisser plutôt Mathieu vous répondre. Mais donc voilà, c'était une présentation très succincte de Green Tech Innovation, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps et ça fait un moment que vous êtes connectés, mais en tout cas vendredi, voilà, ce sera vraiment dédié à cet appel à candidature et à l'accompagnement qu'on propose, donc n'hésitez pas aussi à vous connecter à ce moment-là, on pourra aller un petit peu plus dans le détail. Ouais, il me semble que la question était vraiment pour l'AMI, pour le coup, puisque la question était en partie pour cette AMI. Et je pense que tu as été assez clair sur la réponse, Audrey. Du coup, en fait, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clore ce webinaire. Le prochain webinaire, on n'a pas encore fixé la date, ça interviendra au début du coup de 2023. Je vois qu'il y a une dernière main levée. Monsieur Vial. Alors du coup, les dates de clôture pour l'AAP pour les territoires, du coup la vague 1 c'est fini du coup le 7 novembre 2022. Il va y avoir une vague en 2023, une vague en 2024. Et la vague en 2023 va ouvrir au printemps. Donc on n'a pas encore de date qui a été fixée. C'est-à-dire que du coup ça peut intervenir entre mars et juin, c'est assez flou pour l'instant. On reviendra vers vous dès qu'on aura ces décisions qui seront arbitrées. Les arbitrages sont anticipés pour le mois pour le début, je crois, du courant janvier. On va dire. Voilà. Donc on en saura plus à ce moment-là. Pour l'instant, on ne peut pas avoir de précision plus que ça. Donc, merci pour votre présentation.